Bonjour et bienvenue dans la troisième vidéo de la formation Fondement du langage SQL. Les deux premières vidéos de cette formation étaient des vidéos introductives dans lesquelles nous avons vu en gros c'est quoi le SQL et nous avons défini le contexte général de la base de données sur laquelle nous allons nous appuyer tout au long de cette formation. Dans cette vidéo, les choses sérieuses vont commencer et nous verrons la première commande SQL qui est le create. Et lorsqu'on parle du create, on est obligé de parler d'autres points qui lui sont liés, à savoir les types de données et les contraintes qui existent dans l'SQL. Vers la fin de cette vidéo, nous aborderons la commande drop. Lorsqu'on fait l'étude et la conception de notre base de données et que l'on a choisi un support de stockage où stocker nos données et le SGBD que nous utiliserons pour les manipuler, nous devons donc procéder à la création de la base de données qui va contenir l'ensemble de ces données. Pour créer une base de données, nous utilisons la commande create dont la syntaxe est la suivante. Donc une syntaxe, c'est une règle d'écriture que l'on doit respecter lorsqu'on utilise les commandes SQL. Donc la syntaxe de la commande create est create database suivi du nom de la base de données. Donc pour créer une base de données, on écrit create suivi du mot database suivi du nom que l'on veut donner à la base de données à créer. C'est comme si on demande au SGBD crée-moi la base de données suivante. Donc si l'on veut créer notre base de données bd-rh, on va utiliser la requête suivante. Create database bd-rh. Maintenant, après la création de la base de données, nous devons lui ajouter les tables ou les relations. Nous allons donc lui ajouter les tables collaborateurs, fonctions, sites et absences que nous avons déjà présentées. Pour créer une table que l'on va ajouter à une base de données, nous utilisons toujours la commande create, mais qui sera cette fois-ci employée dans une syntaxe différente. Donc pour créer une table, on écrit create table suivi du nom de la table. Après, nous ouvrons la parenthèse, on écrit le nom de la première colonne suivi du type de la première colonne suivi de la contrainte appliquée à la première colonne. On fait une virgule, après on retourne à la ligne, on écrit le nom de la deuxième colonne, le type de la deuxième colonne et la contrainte appliquée à la deuxième colonne. Virgule, on retourne à la ligne, on renseigne après le nom de la troisième colonne, le type de la troisième colonne et la contrainte appliquée à la troisième colonne. Virgule, et après on renseigne toutes les colonnes qui vont constituer notre table. Donc là, dans cette requête que je viens d'écrire, on reconnaît create table, on reconnaît le nom de la table que l'on va créer, on reconnaît aussi les noms des colonnes qui vont constituer notre table. Mais qu'en est-il des types de données et des contraintes que l'on va appliquer à nos colonnes? Donc, quels sont les types de données et quelles sont les contraintes qui existent dans le langage SQL? C'est ce qu'on verra par la suite. Quand on veut créer une table, il faut spécifier le type de chaque colonne de cette table. Une colonne, bien sûr, ne peut pas accepter n'importe quel type de données. Lorsqu'on dit par exemple une colonne ne contient que les dates de naissance par exemple, elle ne doit contenir que des dates et pas un autre type. Donc le type de colonne, c'est comme une contrainte qui nous permet d'assurer la qualité et la cohérence de nos données. En SQL, il existe différents types de données. On verra ici les trois catégories de types de données les plus importantes. Premier type de données, c'est les types numériques. Il s'agit des chiffres et des nombres. Deuxième type, c'est les chaînes de caractères qui sont les lettres, les mots, les symboles ou autres. Et le troisième type, c'est les types temporels qui représentent le temps. Les types numériques se divisent en deux sous-types. On a les entiers qui sont les nombres sans virgule et les décimaux qui sont les nombres avec virgule. Détaillons maintenant chaque catégorie ou bien chaque type de données à part. Commençons par la première catégorie qui est les types numériques et précisément les types entiers. En SQL, les colonnes de type entier peuvent être soit des small int
ou des integers ou des big int. Pour les small int, leur nom contient small. C'est clair que ça va signifier les nombres entiers qui ne sont pas très grands. En fait, les small int sont codés sur 2 octets, qui est égal à 16 bits. C'est-à-dire qu'un small int occupe un espace de stockage de 16 bits. Cela veut dire sûrement qu'il y aura un minimum et un maximum que l'on peut stocker dans une colonne de ce type-là. Si vous vous rappelez d'un cours qu'on a déjà vu qui est le codage binaire, 16 bits sont composés en un bit réservé au signe du nombre, soit positif ou négatif, et 15 bits sont réservés au nombre. Pour calculer le minimum que l'on peut stocker sur 15 bits, on fait 2 puissance 15 qui est égal à 32 768 et on ajoute le moins, bien sûr, qui est le 16e bit. Et pour le max, on fait 2 à la puissance 15 moins 1 qui est égal à 32 767 avec bien sûr le signe de plus qu'on n'est pas obligé d'écrire. Je sais que vous pouvez être un peu troublé par ces calculs que je viens de faire. Si vous voulez bien comprendre ce que j'ai fait, je vous conseille de retourner au cours du codage binaire en informatique. Mais ne vous cassez pas la tête par tous ces détails. Ce que vous devez maîtriser, c'est qu'une colonne de type small int peut stocker un nombre minimal de moins 32 768 et un nombre maximal de 32 767. Si vous savez que les entiers que vous enregistrerez peuvent être inférieurs à moins 32 768 ou supérieurs à 32 767, n'utilisez pas le small int et optez pour le deuxième type qui est integer. Pour les integers, dont l'abréviation est int, c'est le type qu'on utilise le plus souvent car il permet de stocker des entiers plus grands. En fait, un integer occupe un espace de stockage de 4 octets, ce qui est égal à 32 bits. Bien sûr, ces 32 bits sont divisés en un bit de signe plus ou moins et 31 bits du nombre. Pour calculer le min, on applique la même règle qui est 2 à la puissance 31 qui va donner quelque chose équivaut à moins 4 milliards et le max de même 2 à la puissance 31 moins 1 qui va aussi donner un nombre équivaut à 4 milliards. Donc les integers permettent de stocker des entiers à ordre de grandeur de millions voire de milliards. En général et dans la plupart de nos usages, on dépasse rarement les 4 milliards 147 millions. C'est pour cela qu'on utilise les integers le plus souvent. Mais si vous savez que vous allez utiliser des entiers dépassant les 2 milliards, vous pouvez opter pour les big int. D'après leur nom, c'est quelque chose de big. Donc, ça permet de stocker des entiers beaucoup plus grands et plus volumineux. Car ils sont codés sur 8 octets, qui est l'équivalent de 64 bits. Et donc, je vous laisse le soin de faire les calculs pour déterminer le min et le max d'un big int. Passons à la deuxième catégorie de types de données qui est les types numériques décimaux. Les décimaux sont les nombres avec la virgule que l'on peut diviser en deux grandes catégories en SQL. La première catégorie s'agit des décimaux précis. Une colonne qui va enregistrer des décimaux précis peut être du type décimal ou numérique. Donc décimal, numérique, c'est la même chose. Donc on peut utiliser soit numérique, soit décimal pour enregistrer des décimaux précis, c'est la même chose. Mais comme vous le voyez ici, nous devons spécifier deux paramètres, à savoir le P qui est la précision et le S qui est l'échelle. La précision, ou bien le P, correspond au nombre maximal total de chiffres qui composent un décimal. Le nombre total de chiffres sont les chiffres avant et après la virgule. Par contre, l'échelle correspond seulement au nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, dans ce nombre décimal-là, nous avons P est égal à 7. Pourquoi? Parce qu'elle correspond à 5 chiffres avant la virgule et 2 chiffres après la virgule. Le S, quant à lui, est égal à 2. Pourquoi? Parce que c'est 2 chiffres après la virgule qui est le 89. D'autres exemples, 56,23 est du type numérique 4,2. Ou bien décimal 4,2, c'est la même chose. Un autre exemple, 1 592
18070,56 correspond à un numérique 9, 2. 9, c'est 7 chiffres avant la virgule, plus 2 chiffres après la virgule qui donne un P est égal à 9, et 2, c'est le S qui est 2 chiffres après la virgule. Donc si vous voulez utiliser des décimaux, vous devez savoir au préalable leur structure, c'est-à-dire combien de chiffres vont contenir avant et après la virgule pour bien déterminer votre P et votre S. La particularité de numérique et décimal, comme je viens de dire, c'est qu'ils sont précis. Il n'y a pas de l'approximation. Le chiffre ou bien le décimal est enregistré comme vous l'écrivez. C'est pour cela qu'il est conseillé de les utiliser surtout pour des calculs financiers, de comptabilité ou quelque chose comme ça qui nécessite la précision. La deuxième catégorie des décimaux en SQL, c'est les décimaux non précis et qui sont le float ou le real. Le float ou le real enregistre des décimaux qui ne sont pas précis et qui sont souvent sujets à des approximations. Vous pouvez écrire un nombre décimal, mais il se peut que vous vous trouvez face à un autre décimal qui est enregistré. Par exemple, il se peut que vous enregistrez un nombre de 563,321, mais que vous vous trouvez face à un autre nombre qui est enregistré, par exemple, qui est le 563,321,0000001. Donc là, comme vous le voyez, il y a des approximations, donc il n'y a pas de la précision au niveau du float et du real, donc il n'est pas conseillé de les utiliser. En gros, si vous voulez utiliser des nombres décimaux, je vous conseille d'opter pour les types numériques et décimales car ils sont bien précis. Pour la deuxième catégorie des types de données en SQL, nous avons les types de chaînes de caractères. Comme j'ai dit, les chaînes de caractères sont tout ce qui est composé de lettres et de symboles. Nous avons trois types de données chaînes de caractères en SQL, bien qu'il existe d'autres, mais ceux-ci sont les plus utilisés. Le premier type, c'est char n. Le type char n permet de stocker des chaînes de caractères de longueur exactement égale à n. Le deuxième type de chaîne de caractères en SQL s'appelle le varchar n et permet de stocker une chaîne de caractères de longueur inférieure ou égale à n. Alors là, quelle est la différence entre char n et varchar n d'après ces deux définitions que je viens de donner? Alors, pour le type char n, il permet d'enregistrer des chaînes de caractères dont la longueur exactement égale à n. Pour le varchar n, les chaînes de caractères peuvent être de longueur inférieure à n ou bien égale à n. Donc, si nous voulons enregistrer des chaînes de caractères dont la longueur dépasse n dans une colonne de type char n ou varchar n, elles ne seront pas acceptées, c'est clair. Par contre, si l'on veut enregistrer des chaînes de caractères de longueur inférieure à n dans une colonne type char n, alors que char n enregistre des chaînes de caractères dont la longueur égale à n exactement, que va-t-il se passer? Prenons un exemple. Supposons que l'on a une chaîne de caractères SQL, donc sa longueur est de 3. Et on va l'enregistrer dans deux colonnes. La première colonne est de type varchar 7 et la deuxième colonne est de type char 7. Alors quand on va l'enregistrer dans la colonne type varchar 7, rien ne va se passer, elle va s'enregistrer normalement car SQL a une longueur de 3 inférieure à 7, ce qui est OK. Par contre, dans char 7, les chaînes de caractères doivent être de longueur de 7, alors que SQL, sa longueur est 3. Eh bien, la chaîne de caractères SQL sera bien enregistrée, et pour qu'elle ait une longueur de 7, le SGBD va ajouter des espaces jusqu'à atteindre n ou bien 7 dans notre cas. Donc si on veut enregistrer une chaîne de caractères de longueur inférieure à n dans une colonne de type n, le SGBD va ajouter des espaces dans notre chaîne de caractères jusqu'à ce qu'elle atteigne la longueur n. Alors dans notre cas de la chaîne de caractères SQL, le SGBD va ajouter 4 espaces pour atteindre 7. Donc comme vous le voyez, si dans une colonne vous avez des chaînes de caractères de longueur variable et qui peuvent être inférieures à n, que vous allez le fixer, optez plutôt pour le varchar n. Et c'est en fait le type de données qu'on utilise le plus pour les chaînes de caractères. Évitez le char n car premièrement, il y aura des espaces ajoutés dans vos chaînes de caractères et qui dit espace ajouté dit aussi espace de stockage consommé
car un espace, c'est aussi un caractère qui consomme voilà, un espace de stockage. Et bien sûr, ça va aussi fausser les recherches que l'on peut faire sur nos données. Parce que, comme je viens de dire, les espaces sont considérés des caractères qui seront ajoutés à vos chaînes de caractères initiales, ce qui peut engendrer quelques erreurs au niveau de la manipulation de vos données. Et le troisième type de chaîne de caractères en SQL, c'est texte. Alors, d'après le nom, c'est clair qu'il permet d'enregistrer des textes ou bien des chaînes de caractères voilà, d'une longueur très grande. Et la troisième catégorie des données en SQL que l'on verra dans cette vidéo, il s'agit des types temporels. Donc les types temporels permettent d'enregistrer des données qui représentent les temps. On a trois types temporels en SQL. Le premier type c'est date, qui permet d'enregistrer des dates voilà, de format année, mois, jour. Deuxième type c'est time, qui permet d'enregistrer des heures de format heures, minutes et secondes. Et finalement nous avons un troisième type que l'on appelle soit datetime ou timestamp. Ça dépend des SGBD que vous allez utiliser. Il permet d'enregistrer une combinaison de la date et de l'heure. Alors maintenant que l'on a fait un tour sur les principaux types de données en SQL, passons aux contraintes qui existent en SQL et que l'on peut imposer à nos données. Alors tout d'abord, c'est quoi une contrainte ? Tout simplement, une contrainte, c'est une règle que l'on impose à une colonne et que l'ensemble des valeurs de cette colonne doivent respecter. Donc, les contraintes en SQL garantissent la fiabilité et une certaine exactitude des données. En SQL, il existe 7 contraintes détaillées comme suit. Première contrainte, c'est la contrainte not null. Alors tout d'abord, c'est quoi le nul? C'est quoi un nul en SQL? Alors tout simplement une case ou bien une cellule d'une table est dite nulle lorsqu'aucune donnée n'a été insérée dans cette case. Par exemple, il se peut que l'on a une table qui contient les colonnes A, B, C, D. On remplit la table en ajoutant une ligne, par exemple, voilà, on va mettre dans la colonne A la valeur 78, dans B on va mettre une date, par exemple 2021-09-20. On va laisser le C vide et le D contiendra par exemple 3,75. Alors là, quand on a saisi les données dans cette table, on a laissé le C vide. C sera donc nul car il ne contient aucune valeur. Alors attention, nul est différent de 0, car 0 c'est une valeur, c'est un chiffre ou bien une donnée que l'on a écrite, par contre nul ne correspond à aucune valeur. De même pour un espace, il est différent de nul, car un espace, c'est une chaîne de caractères en SQL. On a utilisé le clavier, on l'a tapé. Donc c'est une chaîne de caractères. Par contre, le nul, pour le nul, on ne tape rien dans la cellule ou dans la case. Donc pour une colonne, on peut fixer une contrainte, not null, c'est-à-dire non nul en français, ce qui signifie que toutes les valeurs de cette colonne doivent être insérées. On ne doit laisser aucune cellule de cette colonne vide ou non remplie. Si on essaye de laisser voilà, une cellule d'une ligne vide, alors cette ligne sera entièrement rejetée. La contrainte not nulle est surtout utilisée pour les clés primaires, car comme vous le savez, une clé primaire ne doit pas accepter les valeurs nulles, donc on impose cette contrainte qui est le not null. La deuxième contrainte est default. En français, c'est par défaut, donc on peut dire par défaut. Donc la contrainte default fournit une valeur par défaut quand aucune valeur n'est spécifiée au moment de l'insertion des données. Alors j'explique. Supposons qu'on a une colonne A, voilà, dont on lui a imposé la contrainte par exemple default 9999. Cette colonne contient des entiers. Dans la ligne 1, on a la valeur de 1000. Dans la ligne 2, voilà, nous avons la valeur 4000. Dans la troisième ligne, 7500. On a laissé la quatrième ligne vide, on n'a inséré aucune valeur. Et dans la cinquième ligne, on a la valeur 5600. Donc, puisque dans la quatrième ligne, nous n'avons spécifié aucune valeur, elle va prendre donc la valeur par défaut qui est le 9999. Donc, si dans une colonne, nous avons imposé la contrainte default, alors toutes les cases de cette colonne ne seront pas vides. Car si on a essayé de laisser une case vide au moment de l'insertion des données, celle-ci sera automatiquement remplacée par la valeur par défaut qu'on a spécifiée.
Troisième contrainte, c'est unique. Donc d'après son nom, c'est clair que cette contrainte assure que toutes les valeurs d'une colonne soient uniques. On ne doit pas avoir des valeurs identiques dans une colonne sur laquelle nous avons défini la contrainte unique. Donc si on insère une valeur et on la réinsère une deuxième fois dans cette colonne, elle sera donc rejetée cette deuxième fois puisqu'elle existe déjà. Quatrième contrainte est primary key, qui est la traduction de clé primaire. Une colonne sur laquelle on a défini la contrainte primary key sera la clé primaire de la table. Et donc, puisqu'elle sera une clé primaire, elle doit identifier chaque enregistrement ou chaque ligne de manière unique, comme j'ai expliqué auparavant. Donc, si on veut chercher un enregistrement spécifique dans une table, il suffit que l'on tape sa clé primaire et ça va nous renvoyer un et un seul enregistrement qui correspond à cette clé primaire. Une colonne clé primaire ne doit donc pas accepter les valeurs nulles, car si un enregistrement a une clé primaire de valeur nulle, ça n'a aucun sens car elle ne sera identifiée par aucune valeur. Ainsi, elle ne doit pas accepter les valeurs qui se répètent. Si deux valeurs se répètent, c'est comme si on aura deux enregistrements différents ayant la même clé, ce qui n'aura aucun intérêt. La clé primaire va donc refuser automatiquement toute valeur nulle ou toute valeur redondante. Cinquième contrainte que l'on peut imposer à une colonne, c'est qu'elle peut être une clé étrangère, qui est la traduction de foreign key en anglais. Une clé étrangère implique premièrement qu'elle sera toujours liée à une clé primaire, et deuxièmement, elle doit respecter le principe d'intégrité référentielle. L'énoncé de ce principe assure que la valeur d'une clé primaire doit toujours être également l'une des valeurs de la clé étrangère. Alors j'explique. Si nous avons une clé primaire, voilà qui est l'origine créée en premier et qui contient un ensemble de valeurs identifiant une ligne de manière unique. Si je lis cette clé primaire à une clé étrangère, j'impose à ce que les valeurs de cette clé étrangère doivent déjà exister dans la clé primaire. Du coup, cette clé étrangère ne doit accepter aucune valeur n'existant pas dans la clé primaire à laquelle elle est liée. Si vous voulez donc, ou bien si vous voulez ajouter une valeur dans la clé étrangère, essayez de vous assurer tout d'abord qu'elle existe déjà dans la clé primaire. Si elle n'existe pas, elle sera rejetée et donc vous devez l'ajouter à la clé primaire et après l'ajouter à la clé étrangère. Et tout cela est imposé par la contrainte foreign key, qui est aussi liée à la contrainte primary key. Donc lorsqu'on parle de foreign key, on parle sûrement de primary key. Et ces deux contraintes sont gouvernées par le principe d'intégrité référentielle. Sixième contrainte est le check. Donc check en français, c'est vérifier. Donc là, c'est comme si on fixe une condition sur une colonne et que le SGBD doit vérifier que l'ensemble des valeurs de cette colonne doivent respecter cette condition. Si par exemple nous avons dans une colonne les salaires d'une entreprise et que l'on fixe une condition que les salaires de cette entreprise ne doivent pas dépasser 7000 €, alors là on a fixé la condition check qui est check la colonne salaire inférieure à 7000 €, ce qui signifie que pour chaque valeur insérée, le SGBD va vérifier si elle respecte la condition mentionnée par le check. Dans notre cas, il doit vérifier que tous les salaires sont inférieurs à 7000 € et donc tous les salaires enseignés dans la colonne doivent être inférieurs à ce montant indiqué par la condition check. La dernière contrainte est index, que je ne vais pas détailler maintenant pour ne pas allonger trop la vidéo. Et de plus, il est trop tôt d'aborder cette notion d'index, donc il se peut que je l'aborderai dans une prochaine vidéo. L'index est une notion qui nécessite une vidéo entière et non pas l'expliquer de passage comme ça. Donc on se contentera des 6 premières contraintes qui sont largement suffisantes jusqu'à l'instant. Alors maintenant qu'on a expliqué le principe de ces contraintes, nous allons voir maintenant les mots-clés SQL que l'on utilise pour définir ces contraintes sur nos colonnes dans notre requête createTable. Première contrainte, not null, donc on utilise l'expression not null pour la définir. Pour la contrainte default, on utilise le mot-clé default entre parenthèses la valeur par défaut à ajouter. Pour la troisième contrainte unique, on utilise le mot-clé SQL unique. Pour la quatrième contrainte primary key, on utilise l'expression SQL primary key. Pour la cinquième contrainte foreign key, on utilise l'expression SQL foreign key references, la table de la clé primaire, entre parenthèses la clé primaire.
Donc on fait foreign key suivi du mot references, c'est fait référence en français. On le fait suivre, voilà, de la table de la clé primaire, entre parenthèses, la colonne de la clé primaire, et finalement la contrainte check, bien sûr, et son expression en SQL c'est check, et on tape la condition à vérifier par la colonne. Alors maintenant qu'on a vu les contraintes en SQL, les mots-clés SQL qu'on utilise pour définir ces contraintes, qu'on a vu les types de données, nous avons tous les ingrédients pour bien écrire notre requête createTable et créer nos tables collaborateurs, sites, fonctions et absences qui vont constituer notre base de données des ressources humaines. Donc là, je vous ai donné la structure de la table collaborateur, ses colonnes, le type de chaque colonne et les éventuelles contraintes que l'on peut appliquer sur chaque colonne. Donc commençons par rédiger notre requête par createTable suivi du nom de la table, c'est-à-dire createTable collaborateur. On ouvre la parenthèse, on retourne à la ligne. Première colonne, elle est ID, elle est de type varchar 5 et elle est une clé primaire et aussi elle doit être not null. Donc on va écrire ID suivi de varchar, suivi de primary key, not null, et on fait une virgule parce que c'est terminé pour la première colonne. On revient à la ligne, nous allons maintenant renseigner les colonnes nom et prénom. Ils sont tous les deux de type varchar 80 et aucune contrainte n'est appliquée à ces deux colonnes. Donc on va écrire nom varchar 80, virgule, on retourne à la ligne, la colonne prénom varchar 80, virgule. Pour les quatrième et les cinquièmes colonnes, date naissance, donc on a date naissance qui est de type date, aussi date entrée qui est de type date, mais la contrainte appliquée à la colonne date entrée, c'est qu'il faut qu'il y ait une valeur par défaut, voilà, de 9999-01-01 au cas où on n'a pas inséré une date d'entrée. Donc on revient à notre requête, on va écrire date naissance et son type qui est date, virgule, on revient à la ligne, date entrée du type date et la contrainte c'est default 9989 01 01. Pour la sixième colonne qui est ID fonction, bien sûr elle est de type varchar 4 et elle est une clé étrangère qui fait référence à quoi? À la clé primaire ID fonction de la table fonction. Donc nous allons écrire ID fonction varchar 4 foreign key references la table fonction, on ouvre la parenthèse ID fonction, on ferme la parenthèse virgule. C'est terminé pour la colonne ID fonction. Pour la colonne département, elle est de type varchar 10 et aucune contrainte n'est appliquée à cette colonne, donc on va retourner à la requête écrire département varchar 10, virgule. Pour la colonne ID site, elle est de type varchar 4 et elle est une clé étrangère qui fait référence à quoi? À la clé primaire ID site de la table site. Donc on va revenir à la requête écrire ID site suivi de varchar 4 suivi de foreign key references site, la table site, on ouvre la parenthèse et on écrit la colonne ID site, on ferme la parenthèse virgule, on retourne à la ligne et la dernière colonne c'est salaire brut qui est de type numérique 6 2. Donc ce sont des nombres avec virgule qui sont composés de 4 chiffres avant la virgule et du chiffre après la virgule. La condition, c'est que les salaires doivent être inférieurs à 10 000 euros, donc pour éviter toute erreur au niveau des salaires. Donc, on va traduire cela en SQL et on aura salaire brut numérique 6.2 et check la colonne salaire brut inférieure à 10 000. Et on ferme la parenthèse des colonnes que l'on a ouvertes. Donc là, on a la requête qui va nous permettre de créer la table collaborateur. Alors juste une remarque, donc maintenant qu'on a créé cette requête, ou bien qu'on a écrit cette requête, on ne va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que là nous avons references, la table site et la table fonction. Alors que nous on n'a pas encore créé la table site et la table fonction. Donc si on exécute cette requête, le SGBD va commencer la création de chaque ligne, mais lorsqu'il va arriver de chaque colonne, mais lorsqu'il va arriver à la colonne ID fonction et ID site, il ne va pas trouver les tables, donc il va déclarer une erreur. On écrit cette requête. On va maintenant écrire les requêtes pour créer les tables fonctions et sites. On va les exécuter, nos tables seront créées et après on revient à cette requête pour l'exécuter et créer la table collaborateur. Pour la deuxième table qui est la table fonction, elle est composée de 3 colonnes. La colonne ID fonction, son type varchar 4 et
la contrainte, c'est qu'elle est une clé primaire non nulle. La deuxième colonne, c'est non-fonction, varchar 200, donc les noms de fonction ne doivent pas dépasser 200 caractères. Et la contrainte qu'on a appliquée à la colonne non-fonction, c'est qu'ils doivent être uniques et non nuls. Et la dernière colonne, c'est nombre collaborateur, elle est de type int, c'est de chiffres, ou bien pardon, c'est de nombres entiers. Donc on va faire create table fonction, on ouvre la parenthèse, la première colonne id fonction, son type varchar 4, et les contraintes c'est primary key, not null, virgule, on revient à la lune non fonction, varchar 200, unique, not null, virgule, on revient à la ligne, la colonne nombre collaborateur de type int et on ferme la parenthèse. Pour la table site, elle est composée de 4 colonnes. La première colonne est id site, elle est de type varchar 4, elle est unique, elle est primaire et ses valeurs doivent être non nulles. La deuxième colonne, c'est nom du site. Elle est du type varchar 70, c'est-à-dire la longueur maximale des noms des sites est de 70 et les valeurs de cette colonne doivent être non nulles. La troisième colonne, c'est la ville du site du type varchar 20 et la dernière colonne pays site de type varchar 9. Donc la requête avec laquelle nous allons créer cette table est create table site. On ouvre la parenthèse, id site varchar 4 primary key not nul, virgule, non site varchar 70 not nul, virgule, ville site varchar 20, virgule, et pays site varchar 9. Pour la table absence, je vais vous laisser sa structure, donc toutes les informations dont vous aurez besoin pour écrire sa requête, et je vais vous laisser le soin d'écrire la requête create table pour créer cette table absence. Alors là, j'ai une remarque à propos de primary key et des foreign key, car ces deux contraintes peuvent s'écrire de deux façons différentes dans une requête create table. Pour la première façon que vous avez ici dans la requête en haut, on peut écrire primary key et foreign key directement après le nom de la colonne qui sera une clé primaire ou bien une clé étrangère. Alors comme ici, primary key et foreign key, comme vous voyez, je les ai écrites directement après la colonne concernée. Ou bien, on peut ne pas écrire primary key et foreign key à côté des colonnes, on renseigne toutes les colonnes de la table, après vers la fin on fait virgule, on retourne à la ligne et là on indique les clés primaires et les clés étrangères. On écrit par exemple pour la clé primaire primary key entre parenthèses le nom de la colonne qui sera clé primaire, virgule, et s'il y a des clés étrangères comme ce cas ici, comme le cas de la deuxième requête, on fait foreign key, on ouvre la parenthèse, on écrit le nom de la colonne qui sera une clé étrangère, bien sûr, qui fera partie de la table, et references, la table qui contient la clé primaire, bien sûr, qui est référencée par cette clé étrangère, entre parenthèses, le nom de la clé primaire référencée. Alors là, vous pouvez opter pour primary key et foreign key, soit pour la première requête, soit pour la deuxième requête, et les deux sont corrects. Alors, depuis le début de cette vidéo, nous avons vu comment créer une base de données ou bien comment créer une table, mais parfois il se peut que l'on ait besoin de supprimer les bases de données ou bien supprimer les tables que l'on a créées. Parfois, par exemple, on ne va plus utiliser une table ou bien on ne va plus utiliser une base de données, donc il faut la supprimer pour qu'elle ne consomme pas l'espace de stockage. Et là, on utilise la commande SQL drop. Alors la syntaxe de la commande SQL drop est la suivante. Drop database suivi du nom de la base de données si on veut supprimer une base de données. Donc par exemple pour supprimer notre base de données bd-rh, on va écrire drop database bd-rh. Et pour supprimer une table, on écrit drop table suivi du nom de la table que l'on veut supprimer. Par exemple, pour supprimer la table collaborateur que l'on a créée, on fait drop table collaborateur. Alors, je tiens à préciser que ces deux requêtes, ou bien la commande drop en général, doit être utilisée avec attention, parce que si on exécute les requêtes qui contiennent les drops, les données seront supprimées de manière définitive. Donc, les bases de données, s'il n'y a pas de la sauvegarde ou bien backup, donc la base de données et les tables seront supprimées de manière définitive et irréversible.
Alors là, c'est fini pour cette troisième vidéo de la formation fondement du langage SQL. J'espère maintenant que vous savez comment créer une base de données ou bien comment créer une table d'une base de données. J'ai voulu commencer cette formation par la commande create parce que lorsque vous serez amené à utiliser des systèmes de gestion de base de données ou bien manipuler des données, la première chose que vous devez faire, c'est de créer la base de données dans laquelle vous allez travailler et créer les tables. Et j'espère maintenant que vous savez faire cela après cette vidéo. Donc maintenant, après avoir créé les bases de données et les tables, il faut insérer des lignes, il faut les remplir de données et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo. À très bientôt.